Et bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, on vous accueille maintenant pour une superbe présentation par Alice Barallon sur l'inclusion dans les équipes agiles, avec un petit focus sur les personnes neuroatypiques. Je vous souhaite une bonne conférence. Alice, je te laisse la place. Merci Alain, merci, bonjour à tous, merci de votre présence. Mes excuses pour ne pas être parmi vous en présentiel et un énorme merci aux orgas, à toi Alain pour ce petit moment de chit-chat, ce petit boost, à tous ceux qui courent partout dans les coulisses pour donner de leur temps pour faire que cet événement soit super et soit maintenu. Merci à vous qui êtes dans cette salle. Merci d'avoir choisi ce sujet de l'inclusion dans le panorama des conférences du programme de Grenoble. Petite question en chit-chat. Pourquoi est-ce que vous êtes là dans l'ici et dans maintenant? Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Donc, n'hésitez pas à me donner un petit peu du feedback. Là, j'ai un deuxième écran, j'y jette un œil. Merci évidemment aux sponsors, sans qui forcément on ne pourrait pas organiser toutes ces belles sessions. Qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach. Je suis coach agile, donc je prends soin des gens, je prends soin des écosystèmes avec cette petite signature, cette petite identité en termes de permaculture, de permagilité. Je suis également coach professionnel et cette année en formation des pratiques narratives. Alors, vous allez voir que ce parcours narratif a un petit peu sa signature tout au long de cette histoire, entre le moment où j'ai soumis le sujet au CFP et le moment où on est maintenant, où ça en est arrivé. D'un point de vue perso, donc je suis maman. J'ai 2 enfants qui sont juste fantastiques, bien évidemment, en toute objectivité, et un enfant qui a été diagnostiqué HPI, au potentiel intellectuel, qui a 12 ans, et une petite fille qui a 10 ans, qui a une suspicion de 10. Voilà, donc tout ça, ces événements m'ont un petit peu plongé dans ce monde de la neurodiversité et m'ont challengé dans ma posture de coach. Donc, je suis passée d'Alice au pays de l'agilité, qui était une conférence que j'avais soumise à Grenoble il y a quelques années de ça, à Alice au pays des questions. Alice en quête d'identité avec tout un tas de pop-corn, de questions qui a traversé mon esprit, à savoir, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand les neuropédiatres vous balancent des termes comme ça en vous parlant de neurodiversité, de choses comme ça, c'est un peu chamboulant. Des questions sur l'avenir, sur le futur. Ok, ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur vie d'adulte? Est-ce que leur diversité, elle est gommée dans le monde de l'entreprise? Comment accueillir leur potentiel? On sait bien qu'on ne conduit pas une Formule 1 avec un permis B, donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les enseignants, ils sont formés les enseignants, oui, ils sont formés pour les accompagner, mais quid des managers? Est-ce qu'on a de la formation un petit peu particulière pour savoir les accueillir, pour fertiliser un petit peu ce terreau-là? Des questions sur ma posture de coach, de permagiliste, comment je peux aider à accueillir, à créer cet écosystème qui soit favorable à la diversité. Voilà. Donc, cette session, en fait, j'avais un certain besoin d'en parler. En parler, vous l'aurez compris, pour mes enfants, mais aussi pour tous ceux qui se sentent différents, pour qu'ils soient accueillis au niveau des organisations où la différence, elle soit connue et reconnue, et elle soit comprise, elle soit admise et elle soit aussi prise en charge. Besoin d'en parler pour rompre avec cette ignorance, ce déni, cette défiance, avec toutes ces vagues de connaissances du terme sans idée super précise de ce que ça recouvre, voire même une minimisation. Besoin d'en parler pour remettre de la substance dans ce concept d'inclusion, pour mettre fin au jugement. Ah ouais, trop bien, comme dans la série HPI, ou alors moi à ta place je ferais. Ah génial, c'est un génie. On sait statistiquement qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires pour ce type de personnalité. Statistiquement également, c'est fort probable que vous en ayez jamais que vous en ayez croisé parmi vous, tout autour de vous. C'est même possible qu'un collègue, un membre de votre entourage soit atypique sans que vous le soupçonniez. Et j'espère, au cours de cette session, vous apporter un petit peu la pilule bleue qui va vous permettre de décrypter la matrice ou les lunettes qui vont vous permettre un petit peu de comprendre cet univers.
Donc, le point de vue, bien évidemment, il est non professionnel, hein. Je ne suis pas psychologue. C'est un recueil de témoignages, un recueil de partages, de lectures, de rencontres, et puis un point de vue également de maman. Et puis, j'aurais un petit peu tendance à vous dire, je pense que si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc, parmi tout ce popcorn de questions, tous ces questionnements, à titre personnel, j'ai trouvé un apaisement avec la citation d'Albert Camus qui dit être différent, c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise. C'est tout simplement accepter, être suffisamment courageux pour accepter d'être soi-même. Donc, je le trouve assez chouette et il en a parlé au sujet de son livre L'étranger. Donc, bienvenue au pays de la neuroatypie et de la neurodiversité. Et juste pour commencer, un petit pop quiz. Selon vous, quel est le point commun entre ces personnalités? On a du Einstein, du Nietzsche, du Newton, du Michel-Ange, Andy Warhol, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Zuckerberg, Barack Obama et plein d'autres. Donc, j'imagine que vous me voyez venir, évidemment. Donc, leur point commun, c'est que c'est des personnes qui sont juste fantastiques. C'est des êtres exceptionnels. D'un point de vue mathématique, c'est des personnes qui ont un QI qui est supérieur à 130 pour être dit HP au potentiel. Et c'est une catégorie de personnes qui ont une façon bien à eux de penser, de concevoir le monde, d'interagir. Parfois, ils peuvent avoir un manque d'intelligence relationnelle ou de sens d'autrui. Parfois une hyperactivité, parfois une hypersensibilité, parfois une incompréhension de leurs forces et de leur fragilité. Si on en vient aux définitions, donc la neuroatypie, qu'est-ce que c'est? C'est un fonctionnement neurologique ou psychologique qui s'éloigne de la norme et donc de ce fait qui est en lien avec une absence de conformisme par rapport à un modèle qui est pris en référence. Ça fait partie des différences invisibles. Les différences invisibles, c'est quoi? C'est ces différences qui sautent pas aux yeux, comme on a la couleur de peau, l'âge, l'origine sociale qui se dévoilent au premier regard. C'est des différences avec lesquelles on peut vivre sans parfois les avoir identifiées. C'est des différences également qu'on peut avoir des difficultés à faire accepter. À l'école, par exemple, quand on va voir le directeur du collège et qu'on dit que son enfant, il est neuroatypique, on se fait parfois regarder avec des yeux comme ça en disant « mais pour qui elle me prend celle-là ?» C'est compliqué à faire accepter par la famille, parfois par les collègues, les amis, aussi par soi-même pour l'accepter, peut-être parce que ça ne se voit pas. C'est aussi des différences qui peuvent être cachées ou que l'on peut taire, tout simplement parce qu'on peut en avoir honte, parce qu'on peut la penser insignifiante au regard d'autres pathologies qui, elles, peuvent s'avérer plus graves ou plus lourdes. C'est des différences qu'on peut renoncer à évoquer parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas compris. Donc, ça ne sert à rien de batailler. Même pire, ça peut être tourné en dérision. Donc, bienvenue dans cet univers de l'incompréhension, des cerveaux renversés, qui est séparé de la Terre par cet immense univers de l'incompréhension. Cet univers dans lequel vivent des personnes qui ont des différences. Donc, on a différentes planètes. On a la planète des zappeurs avec des gens qui sont hyperactifs, en TDAH, en troubles de l'attention, en hyperactivité. On a la planète des inversés avec tous les troubles dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc. Je vous invite à faire un petit focus sur Marie Jarry, qui a fait de très belles confs agiles sur le sujet. On a la planète des aspis avec notamment les autistes Asperger, et la planète des zèbres qui sont dits au potentiel intellectuel. Donc, on ne va pas avoir le temps de visiter toutes ces planètes en 50 minutes. On va faire un petit zoom sur les aspis et sur les zèbres. Donc, bienvenue parmi ces drôles de zèbres. C'est l'humain. L'humain a ce besoin de ranger, de classifier les individus dans des petites boîtes, dans des petites cases, un petit peu comme les petits casiers à Ikea, où vous avez les Playmobil avec les Playmobil, les Lego avec les Lego, etc. On voit tous les succès des tests de personnalité, par exemple les MBTI, qui permettent un peu de rassurer. Donc, quand on range, quand on classifie, on se sent mieux. On est rassuré face à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne maîtrise pas toujours. Et effectivement, les zèbres, les personnes HP peuvent faire partie de ce type d'étiquetage qui permettent de rassurer face à des sujets qui peuvent être gênants quand on ne les connaît pas trop.
Le sujet de zèbre a été proposé, le terme, par Jeanne Siofachin, qui est une psychologue et qui utilise le zèbre, en effet, qui permet de marquer un petit peu les ressemblances. Dans la savane, le zèbre, c'est le seul animal qu'on n'a pas réussi à dompter. Et également, quand on les voit avec leurs rayures, on a l'impression qu'ils ressemblent tous, mais en fait, c'est loin d'être le cas. Leurs rayures, leurs zébrures, en fait, c'est leur identité. C'est un petit peu comme nous, nos empreintes digitales. Et en fait, chaque personne est unique. Chaque personne a sa propre identité. Et en fait, la particularité, c'est de loin, quand on ne les connaît pas, quand on voit le troupeau, on a l'impression qu'ils sont un petit peu tous dans la case. Mais en fait, chacun a sa façon d'être et chacun sa façon de penser. Donc, je vous propose un petit peu d'essayer de creuser pour voir qui ils sont. Creuser également pour démystifier les préjugés. On a une série sur TF1 qui a cartonné et qui a pu avoir levé certains stéréotypes, certains fantasmes, voire à créer des mythes. C'est le paradoxe de rendre visible l'invisible. C'est que ça peut stigmatiser, coller ces étiquettes, voire accentuer ce sentiment de différence qui peut également mettre la pression. Donc, en termes d'identité, qui sont-ils? Quelle singularité ils ont? J'ai envie de vous présenter un petit peu ce navigateur qui s'appelle Sébastien Destremaux, qui a fait Vendée Globe. Et en fait, à 52 ans, il se définit un petit peu comme un papé parmi les athlètes. C'est-à-dire qu'il a fait une aventure juste extraordinaire, juste incroyable de 50 jours, où il a traversé des tempêtes, des trucs qui sont juste absolument incroyables. Et après 4 mois de navigation en solitaire, il dit, en fait, j'ai doublé personne, mais je me suis dépassé. Et c'est un petit peu la singularité de ce type de personne, c'est cette aspiration au dépassement qui est viscéralement ancrée, à condition d'assumer pleinement sa singularité, de la laisser se déployer. Voilà, donc être doué, c'est un petit peu être différent, mais l'accepter. Qu'est-ce qui caractérise ces personnes-là? C'est une hypersensibilité, une intensité de la vie. Qui dit gros quotient intellectuel, dit aussi quotient émotionnel. C'est des personnes qui sont caractérisées par un trop. Trop sensible, trop émotif, trop intense, trop rapide, trop susceptible, trop extrême, trop. Un exemple du quotidien, c'est... par exemple, quand je dis à mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux ranger tes chaussettes? Là, ça traîne, je te l'ai déjà dit 2 fois, ça coûtait de la balle à linge, ça me déplaît pas, ça me déplaît, etc. Chez lui, ça va très rapidement monter dans les tours en mode, mais tu me l'as déjà demandé hier, je suis pas d'accord, tu fais que me demander des choses, c'est incroyable, et puis de toute façon, je pense que tu m'aimes pas, que mon karma, et je sais pas pourquoi il m'a envoyé dans cette famille. Et puis parfois, ça peut même aller jusque de toute façon, vu que vous ne m'aimez pas, vous préfériez que je sois mort. Donc c'est hyper violent. Tout est vécu tellement intensément qu'à un moment donné, inévitablement, la réaction, elle est beaucoup plus intense. Donc, qu'est-ce qui se passe chez un adulte dans une équipe dit agile avec des adultes qui maîtrisent un petit peu plus leurs émotions, voire qui les intériorisent? C'est pas mieux, passe sa boue à l'intérieur. C'est qu'imaginons qu'on fasse un daily au petit matin à 9h30 et puis que le Scrum Master ils mettent un peu de jugement ou pas trop d'empathie en disant oui, comment ça se fait, t'as pas mis à jour le tableau de suivi. Qu'est-ce qui va se passer dans la fraction de seconde qui suit dans la tête de cette personne qui est dite hypersensible? C'est qu'il y a tout un tas d'émotions, de questionnements qui va arriver, qui va émerger et qui va déborder en disant mais comment ça, oulala, oui effectivement je l'ai pas mis à jour, j'ai complètement zappé, je l'ai déçu, je suis trop nulle, et puis qui peut aller vers des extrêmes en mode personne ne m'aime, je trouve pas ma place, je veux démissionner, etc. Voilà, c'est cette intensité qui fait que tout est vécu vraiment superbement, intensément, et qui fait que évidemment la réaction, elle sera plus intense, voire plus violente. Ce type de personnalité a cette triptyque vitale qui est vraiment essentielle d'être aimé, d'être apprécié et d'être reconnu. Parlons de l'hyper-empathie. Cette hyper-empathie s'exprime aussi au quotidien. L'hyper-empathie, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir ses propres émotions avec une forte intensité, évidemment, qui peut être épuisante, mais
qui ne s'arrête pas là, qui va au-delà. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont dites des éponges émotionnelles, c'est-à-dire ça absorbe, ça absorbe, ça absorbe. Tout ce qui est imperceptible est perceptible, hein. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont jusqu'à percevoir les ressentis des autres, percevoir leurs sentiments et les vivre à la place des autres. Donc, évidemment, c'est le grand 8 émotionnel. Qui fait que voilà, ces émotions débordent. Gardez ça en tête quand vous pouvez avoir ce type de personnalité dans votre équipe. Qu'est-ce qui les caractérise également? C'est ce qu'on appelle le déficit d'inhibition latente. C'est ce qui peut vous donner l'impression qu'elles en ont plein la tête, ça déborde. Chez les psychonormés, le cerveau fait le tri entre tous ces stimuli qu'on reçoit. Les stimuli olfactifs, les stimuli visuels, les stimuli en termes de perception, les dangers, etc. Il y a une espèce de backlog qui est filtré, priorisé. Il y a un tamis qui se fait. En fait, ce tamis, c'est un système de protection du cerveau pour éviter tout simplement la surchauffe et qui permet de rester concentré. Chez les personnes dites neuroatypiques, ce tamis n'est pas fait, ce qui fait qu'elles reçoivent beaucoup d'informations, beaucoup de perceptions. On dit qu'elles en reçoivent plus, de ce fait, elles en traitent plus. Et le niveau d'information reçue est tout analysé avec le même niveau de priorisation, c'est-à-dire tout est reçu avec un super niveau d'importance. Ce qui peut vous donner le sentiment, la sensation que c'est des personnes qui sont dites, qui sont angoissées, voire qui sont confuses, ou peut-être qui peuvent présenter un aspect rêveur où vous avez le sentiment qu'elles sont là, mais qu'elles ne sont pas là. Parlons de la pensée arborescente maintenant. Dans les neurosciences, les neurosciences proposent 2 modes de pensée. On a la pensée qui est dite linéaire, analogique, qui fait que ben voilà, c'est linéaire, c'est séquentiel, on va d'un point A en point B en prenant le chemin le plus court. Et puis, on a la pensée qui est dite arborescence et intuitive. C'est-à-dire que peut-être on va commencer par le point M pour revenir au point A en passant par le point P, par le point Q, par le point R, par le point W, etc. Un exemple, mon enfant, quand je corrige un problème de maths, et j'ai vraiment du mal à lui expliquer, déroule ta pensée, explique les steps, explique les pas. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a un cercle de nœuds qui fait, il balance un résultat, poum, voilà, le résultat, c'est 38. Ça donne le sentiment d'être complètement tiré du chapeau. Parfois, il se prend les pieds dans le paillasson parce que ça va tellement vite, ça pédale tellement rapidement qu'il peut louper une marche. Mais il a vraiment des difficultés à linéariser et à expliciter tout ce cheminement qui se passe super vite dans sa tête, qui peut donner un peu le ressenti que c'est brouillon. Ça soulève la question de la référence. Hein. Quelle référence nous avons en système de pensée? Ça peut générer des quiproquos et des incompréhensions. Hein. Vous avez peut-être tous connu ces problèmes de vision qui sont parfois implicites, explicités, les problèmes de priorisation. Pour moi, c'est prioritaire. Pour toi, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que peu de monde se questionne sur son système de pensée. Chacun intériorise son truc en pensant que, justement, par extension, les autres pensent comme lui et de ce fait, les évidences sont implicites. Voilà, donc d'où un petit peu ce qu'on rencontre au quotidien, ces dénis, ces malentendus, ces incompréhensions, juste par des implicites, ouais, moi aussi je pense comme ça, et de ce fait, les autres le pensent ainsi. Ce n'est pas le cas. Parlons de la valeur, de la justice et du désir de perfection qui est très ancré chez ce type de personnalité. Chez eux, on distingue le sens de la justice qui est super puissant et également indirectement le sens de l'injustice. C'est-à-dire dans sa tête, il y a le bon, le juste et sa vision du juste. C'est-à-dire que c'est des personnalités qui ont des valeurs morales qui sont hyper fortes et qui font partie intégrante de toute prise de décision. Et ces valeurs morales, évidemment, c'est grandiose. Hein. C'est par exemple sauver le monde, sauver les gens, sauver l'équipe, couplé bien évidemment avec des concepts de transparence, de respect, de tolérance, bref, tout ce qui pour eux fait du sens. Donc, il y a une espèce de quête absolue, de désir de perfection, qui font que si vous en avez avec vous, c'est des gens qui ne sont pas du tout compétitifs vis-à-vis des autres, mais c'est des gens qui sont hyper exigeants avec eux-mêmes. Et effectivement, en tant que manager, un danger pour lequel il faut être super vigilant, c'est le risque de burn-out, parce qu'ils sont tellement engagés, il y a tellement d'énergie qu'il faut un peu les accompagner à temporiser pour trouver cette espèce de juste équilibre.
Le besoin vital de sens, ça c'est capital. C'est un trou, un vrai start with why. C'est le pourquoi, le sens. C'est des personnes qui ont besoin de comprendre, de donner du sens au monde, de donner du sens aux autres, de donner du sens aux produits, de donner du sens à l'équipe, de donner du sens à ce qu'ils réalisent. Ça peut être hyper effractant pour un psychonormé dans la mesure où ça pose des questions dans tous les sens que les autres ne se posent pas. Ça peut même agacer. Ils ont une vision qui est complètement en mode 360, qui est même presque, qui va même en 720, c'est-à-dire qu'il y a une vision 360 et derrière, il y a un retour arrière en visitant tous les angles morts, toutes les zones d'ombre pour être sûr qu'on a bien la visibilité d'ensemble. Comment ça se caractérise dans une équipe agile? Bah, par exemple, on doit développer... dans mon histoire perso. Dans mon histoire perso, un exemple à la maison, quand je fais les courses avec ma fille, elle me dit: «Ah maman, est-ce qu'on peut acheter des surimi?» «Mais oui ma chérie, les surimi, mais c'est bon, prenons-en.» «Oui, mais les surimi, il y a du plastique qui emballe chaque petit bateau mais.» «Ah mais mince, nous sommes dans une politique zéro déchet à la maison, on pèse les poubelles, on va défoncer notre kilo de poubelle. Bon, allez, on repose les surimi.» «Oui mais maman, c'est bon les surimi.» Alors voyons, on le scanne avec Yuka. Yuka qui nous dit qu'il y a du E392 qui est cancérigène et qui pose des problèmes sur la fertilité. La fertilité, bah moi je vais être grand-mère un jour à un moment donné, donc repose les surimi. Et les surimi peuvent faire 3 fois l'aller-retour entre le caddie et le rayon frais, voilà, avec toutes les questions qui vont avec. Donc, dans une équipe agile, comment ça se matérialise? C'est si je développe une fonctionnalité, bah, vous pouvez avoir par exemple une personne qui peut un peu vous chatouiller en disant: «Mais attends, cette fonctionnalité, cette story, quid du total cost of ownership?» C'est-à-dire quid de sa durabilité? Qu'est-ce qu'elle va devenir après sa mort, de ce fait que devient l'humain après sa mort? Quel impact elle va avoir cette fonctionnalité sur l'environnement? Quel impact elle va avoir sur la vie des utilisateurs? Est-ce qu'ils vont être plus heureux? Est-ce qu'ils vont être mieux vivre? Est-ce que l'agilité rend le monde meilleur? Est-ce qu'il existe, il existe un product goal, il existe un sprint goal, il existe un environnement. Pourquoi on ne ferait pas un environment goal? Donc tout ça peut un peu agacer votre product owner, votre product manager, parce que c'est des questions forcément qu'il n'a pas intégrées dans sa vision et dans ses impacts. Alors, pour éviter de vous faire passer un peu pour le cadre particulier de service, ce type de personnalité adopte ce qu'on appelle une personnalité de camouflage, un faux self. Le faux self a été proposé par le psychanalyste Winnicott. Et en fait, ce faux self, c'est une personnalité qui est contrôlée, qui permet de s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire ce que la société, elle attend de nous, le masque qu'on veut bien montrer aux autres, dans son équipe, dans l'organisation, etc. Le risque, c'est d'avoir un self, un vrai soi, qui est défaillant, et cette espèce de lutte intérieure entre ce qu'on attend de nous versus qui je suis vraiment. Pourquoi cette personnalité de camouflage? Parce que c'est des personnes qui ont un besoin vital d'être aimées, qui ont une peur viscérale d'être rejetées, de se retrouver seules, abandonnées, incompris, avec un fort besoin d'être désirables aux yeux des autres, de se sentir en sécurité psychologique. En tant que manager, ce qui est important, c'est de les accueillir tels qu'ils sont, pour qu'ils dévoilent leur authenticité. Inviter ces personnes à se faire confiance, créer un environnement de confiance pour laisser libre cours à leur personnalité, à leur spontanéité, et puis pour éviter d'être dans le contrôle. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la vidéo dans la vidéo. C'est Barack Obama qui fait partie des personnes dites à haut potentiel, avec une petite scène qu'il a fait avec son faux self. C'est-à-dire que là, il y a Barack, President of the United States, avec le petit nœud pape, la figure de circonstance, neutre, qui présente son discours officiel. Et puis il a invité son faux self avec justement toutes les émotions, toute la colère, toute l'énergie qu'il aura envie de dire, mais qu'il ne peut pas. Voilà, je vous invite à la regarder. Honestly, what they say doesn't bother me. I understand we've got an adversarial system. I'm a mellow sort of guy. And that's why I invited Luther, my anger translator, to join me here tonight.
to your lily white butts. In our fast-changing world, traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? And why am I required to come to it? Jeb Bush, do you really want to do this? Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify old white people with some nonsense. Sharia law is coming to Cleveland, run for the damn hills. Y'all's ridiculous. We won't always see eye to eye. Oh, and CNN, thank you so much for the wall-to-wall Ebola coverage. For 2 whole weeks, we were one step away from the Walking Dead. And then y'all got up and just moved on to the next thing. That was awesome. Oh, and by the way, just if you haven't noticed, you don't have Ebola. But I still deeply appreciate the work that you do. Y'all remember when I had that big old hole in the bottom of the Gulf of Mexico, and then I plugged it? Remember that? Which Obama's Katrina was that one? Was that 19 or what was it, 20? Because I can't remember. Protecting our democracy is more important than ever. For example, the Supreme Court ruled that the donor who gave Ted Cruz $6 million was just exercising free speech. Yeah, it's the kind of speech like this. I just wasted $6 million. And it's not just Republicans. Hillary will have to raise huge sums of money too. Oh, yeah. She gonna get that money. She gonna get all the money. Khaleesi is coming to Westeros. So watch out. Whoa! Non-stop. Oups, pardon. Je vous la mettrai en lien si vous voulez la voir. Moi, je suis super fan. Là, je vois que ça ne réagit pas. Je ne sais pas trop comment ça passe sur le chat. J'adore cette vidéo. Je trouve qu'elle est assez révélatrice justement de cette dualité qui se passe dans la tête, ce qu'il voudrait réellement exprimer et ce que sa stature lui impose de dire avec les filtres et le masque. Ouais, ça lag un peu. Ouais, je vous mettrai. Super, le son est parfait, impec. Donc, le rapport à l'autorité, parlons-en. Donc, c'est des personnes qui ont un besoin vital de sens, de questionner des règles. Ça peut générer des réactions fortes face à l'autorité, avec des conflits hiérarchiques, si des décisions leur paraissent à leurs yeux arbitraires, injustes, voire non fondées. Évidemment, comme je vous en ai parlé, c'est des personnes qui ont beaucoup d'implications émotionnelles et qui vont les défendre avec frénésie. Le constat malheureux, c'est qu'il y a des démissions. Et quand ces types de personnes n'arrivent plus à faire face, quand ça rumine de trop, eh bien, ça peut aller jusqu'au craquage. À l'inverse, si vous avez un manager qui est hyper motivant, hyper confiant, vous avez ce type de personnalité avec vous parce qu'elles donneront tout ce qu'elles ont sous la pédale. Un exemple de rapport à l'autorité, c'est par exemple, vous avez un Scrum Master le matin qui vous dit « Bon, peux-tu me remplir le ticket de suivi parce que j'en ai besoin ?» Première réaction, c'est « Pourquoi ? Dans quel but ? Mais quel sens ? Mais pourquoi faire ce truc ?» Et en fait, quand la personne aura compris l'alignement des planètes, c'est-à-dire, OK, j'ai besoin que tu me remplisses ça pour t'éviter les tâches absolument chronophages de calcul de vélocité, de calcul de diagramme de flux cumulé, moi j'ai besoin d'avoir des temps de cycle, j'ai besoin d'avoir de la visibilité. Effectivement, quand le besoin de sens sera comblé, eh ben, ces personnes avanceront. La peur de l'échec, c'est une peur qui est exacerbée. La peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la honte de ne pas être ce que l'on pense que l'autre attend de nous, de cette personne, la peur du jugement, la peur que les autres portent sur cette erreur, couplée avec une lucidité qui est impitoyable, cette peur peut parfois devenir paralysante. Elle peut avoir des impacts sur l'estime de soi, surtout si elle s'inscrit depuis l'enfance.
C'est compliqué à casser des croyances, des injonctions qui peuvent être inconscientes et qui peuvent être profondément ancrées. Je fais un petit lien avec l'analyse transactionnelle et les drivers, notamment de sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. Toutes ces injonctions qu'on nous répète depuis qu'on est petit. Donc, c'est un niveau de peur qui est très élevé et qui est aussi très abstrait et très complexe. Cette peur de l'échec, ce n'est pas une peur simple de l'échec, c'est une peur qui est liée à la peur d'être décevoir, à la peur de ne plus être aimé. Et le système de défense qui peut être activé, c'est la perfection, c'est-à-dire pour éviter les imperfections, pour éviter de se tromper, pour éviter les échecs, on met le niveau qui est très élevé, avec évidemment des risques de burn-out qui semblent évidents. Donc, parlons maintenant du syndrome de l'imposteur. C'est une caractéristique qui est assez présente chez ce type de personnalité. Le syndrome de l'imposteur, c'est une caractéristique d'une extrême modestie. C'est-à-dire que la personne a juste le sentiment d'être un escroc intellectuel et que tôt ou tard, cet escroc sera mis à jour. Et de ce fait, elle se sent juste professionnellement, intellectuellement incapable. Souvent, une des causes, c'est que la personne a tendance à repousser les limites de la perfection à l'impossible. Et de ce fait, ça génère une frustration et ce sentiment de ne jamais y arriver, puisque la quête est une quête de l'impossible. Petit focus sur les personnes à troubles autistiques. C'est des personnes également qui sont hypo ou hypersensibles de plusieurs sens. On parle d'hyperesthésie. Ça veut dire qu'elles ressentent très profondément les présences, les choses, que ce soit le contact, la proximité, les odeurs. Quand, dans un open space, éviter les odeurs de tabac, éviter le Coco Chanel numéro 5 super prégnant, parce que le réflexe va être de garder ses distances, de sortir de cet espace pour avoir un petit peu sa bulle d'air. C'est des personnes qui ont un lien social qui est différent. Par exemple, soutenir le regard dans une conversation peut être compliqué, ou acquiescer, ou interagir. De ce fait, ça peut être compliqué pour elles de communiquer au daily. Donc, en tant que coach, en tant que manager, ce qui peut être intéressant, c'est de leur proposer un cadre, voire un script qui va leur permettre, le daily, c'est intéressant, j'entends bien que tu n'as rien à dire, mais le daily, c'est intéressant socialement d'informer les autres. Donc, typiquement, ressortir les 3 questions qui peuvent paraître obsolètes, mais qui leur donnent une grille d'interaction et d'intervention. C'est compliqué pour eux également de demander de l'aide. Toute activité sociale est compliquée. Mais pire encore, c'est encore plus inconfortable si on impose de l'aide. C'est un lapsus. C'est des personnes qui font partie intégrante de l'équipe, en termes d'esprit d'équipe, mais de manière différente, de manière détachée. Ça veut dire qu'elles ont un peu plus de prise de hauteur et une vision qui est différente, qui est plus globale. Et c'est évidemment super intéressant de les valoriser, de valoriser ce regard qui amène évidemment une prise de hauteur, une prise de recul, de la richesse. Quand vous travaillez avec eux, oubliez les implicites, explicitez. Soyez hyper précis, bornez la demande, vraiment le cadre, les attentes, etc. Gardez en tête que c'est des personnes, si elles sont trop stimulées, elles peuvent devenir dysfonctionnelles, éviter les surcharges. Le réflexe, c'est s'isoler, se recentrer dans leur petit cocon intérieur, dans leur univers, dans leurs passions, dans lesquelles elles se sentent en sécurité psychologique. Une analogie qui est assez connue, je vous ai mis le lien, les slides seront publics, mais c'est l'analogie des cuillères que je trouve super intéressante. C'est une personne qui explique, tous les matins, je me lève, j'ai X cuillères dans ma poche. Et pour chaque interaction, je vais craquer une cuillère. Donc, on ne se rend pas compte, mais on interagit au quotidien. Et pour elle, chaque interaction demande de l'effort, de la concentration, de l'énergie. Et à la fin, justement, l'idée, c'est de gérer ces interactions parce qu'à la fin, quand il n'y a plus de cuillère, la personne devient dysfonctionnelle. Il y a une série télé que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Astrid et Raphaël, où on voit effectivement la personne qui gère ses petits haricots blancs pour gérer ses interactions. Voilà, donc on va un petit peu s'intéresser maintenant au niveau des organisations, maintenant qu'on a vu un petit peu comment elles interagissaient, prendre un focus au niveau des organisations. Donc l'entreprise inclusive,
c'est une réponse super forte à une demande sociétale. La société demande en termes de climat une neutralité carbone, mais elle demande aussi en termes de social de l'inclusivité. Alors attention, hein, ce n'est pas la vision idéalisée, mais c'est vraiment accepter les différences. L'entreprise de demain, en fait, elle est humainement intelligente, c'est-à-dire elle est centrée sur la complexité humaine. C'est ce qui va lui permettre de créer un cadre qui permet à tous d'apporter le meilleur de lui-même parce qu'il aura envie de le faire. Ce qui est important en termes des organisations, c'est de reconnaître la diversité et de lui laisser la place d'exister. On a deux biais identitaires et communautaires. Le biais de la similarité, c'est le fait de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, pensent comme nous, et qui un petit peu promeut la génération de la pensée unique. Et le biais d'hétérogénéité en deux groupes, c'est-à-dire toujours avoir la perception qu'on est super open d'esprit, mais en fait, c'est pas forcément ça. Voilà, donc soyons vigilants à ne pas avoir ce système d'homogénéisation d'une pensée unique. La complexité et la cécité intentionnelle. Donc, je vais vous parler de Dave Snowden, qui est la personne qui a proposé la matrice, le framework Cynefin à la française, sur la théorie de la complexité. Vous en avez peut-être entendu parler. Le framework Cynefin, traduit en gallois, signifie le lieu aux multiples appartenances. Et outre proposer ce cadre que vous connaissez peut-être en tant qu'agiliste, Dave Snowden a fait une superbe expérience où il a proposé à des radiologues, à 24 radiologues exactement, d'analyser la photo, la radio d'un poumon avec des nodules cancéreux. Et sur cette photo, il a mis un gorille. Donc, qu'ont fait les personnes dites psychonormées, c'est-à-dire qui sont focalisées sur le nodule en extrayant, en faisant abstraction de cette image qui n'avait rien à faire ici, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vue. Je ne sais pas vous, si vous voyez le gorille sur la photo. Et il y a seulement 17% des radiologues qui ont questionné et qui ont dit « mais pourquoi il y a un gorille ici ?» Les autres, tiens, il n'y a pas de gorille sur une photo de poumon, donc je ne vois pas de gorille. Et en fait, souvent, c'est les personnes qui scannent le plus d'infos, c'est les personnes dites à troubles autistiques ou les personnes à neurodiversité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elles reçoivent plus d'infos. Donc évidemment, c'est une force, mais avec les difficultés que je viens de vous présenter, avec tout ce qui va avec. C'est le principe de sérendipité. C'est-à-dire, l'idée, Dave Snowden nous dit d'intégrer justement des avis minoritaires. Il y a une citation dans l'agilité qui dit quand on ne voit pas le problème, c'est peut-être qu'on fait partie du problème. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ces avis différents. Et pour en revenir à la sérendipité, aux heureux hasards, ça nous amène justement, toutes ces expérimentations nous amènent à découvrir des choses nouvelles. Deux exemples assez connus d'heureux hasards, de sérendipité, c'est le post-it, avec le gars qui a inventé cette espèce de colle un peu patasseuse et qui s'est dit, tiens, ça pourrait nous permettre de repositionner les notes collantes, trop bien. Ou alors le Viagra, qui a été proposé par Pfizer, qu'on connaît bien maintenant, et qui faisait des expériences sur les myocardites, et qui s'est étonné en fait que les patients ne ramenaient pas la boîte à la fin de l'expérimentation. Donc ils se sont dit, mais pourquoi donc on ne ramène pas les cachets, qu'est-ce qui se passe ? Et ils ont découvert les effets secondaires du produit. Voilà. Donc ces personnalités sont évidemment une chance, une opportunité dans une équipe agile. C'est la pensée complexe au service de l'idéation, la sensibilité au service de la créativité, l'empathie au service des autres, les émotions au service de la sensation de vivre, couplé avec nos piliers de transparence, d'inspection, d'adaptation, nos valeurs agiles et ce besoin de sens et d'autonomie fait qu'évidemment, ces personnes ont un terrain plus favorable pour trouver leur place dans l'organisation. Donc, un des piliers en agilité, c'est des individus et des interactions avec le Z en plus pour la neurodiversité. C'est la dernière partie, j'essaye de speeder un peu parce que j'ai l'œil sur le time box. Donc, c'est des personnes qui ont des besoins assez forts à assouvir. Les humains sont des êtres émotifs qui réagissent, évidemment, si leurs besoins ne sont pas comblés.
Donc, l'idée, c'est de respecter les individus, que ce soit de manière psychologique, sociologique ou écologique. Soyons vigilants aux injonctions bienveillantes et à la rhétorique, aux éléments de langage qui peuvent être maltraitants. Un exemple, tiens, on l'a remercié, sous-entendu, on l'a foutu à la porte, quoi. Pensons également à Riley, notre dette émotionnelle. Un petit coucou à Marilyn Cole, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le principe de la dette émotionnelle. On a tous une dette émotionnelle et l'idée, c'est éviter qu'elle réapparaisse ou qu'elle prenne des proportions démesurées. En tant que manager, quelle est la posture à adopter ? Lâchez prise, faites confiance et oubliez les processus. Votre équipe, elle est auto-organisée. Donnez une vision claire, un objectif et un cadre sécurisé. Quand vous avez des personnes qui sont en pensée arborescente, en popcorn, ça fourmille d'idées. Elles n'ont aucune espèce d'idée du plan, du chemin à parcourir. Mais par contre, elles savent atteindre un objectif. Donc, accordez-leur plus de liberté pour laisser s'exprimer la créativité. Donnez également des responsabilités. Comme je vous l'ai présenté, c'est des personnes qui détestent l'ennui. L'ennui, c'est source de burn-out et de dépression. Donc, donnez des challenges, des missions toujours qui ont du sens. Soyez explicitez les implicites, faites des demandes claires, concrètes, précises. Qu'est-ce que vous attendez ? Revisitez votre système de pensée, votre référence. S'il y a besoin, pensez à aménager les aménagements du temps de travail, le télétravail, les horaires adaptés. Peut-être un environnement au calme, tout simplement pour se retirer, loin des bruits, un sas de décompression. Et puis peut-être sensibiliser les autres pour inviter à se questionner sur son système de pensée. En tant que manager, bien accompagner les psychonormés, c'est aussi bien accompagner les atypiques, tout simplement parce qu'ils ont des besoins qui sont plus complexes. Un mot sur la reconnaissance. La reconnaissance chez ce type de personnalité, c'est tout simplement vital. Ils ont 3 besoins: être aimé, être apprécié et être reconnu. Et l'indifférence, c'est le pire des mots. Donnez un signe de reconnaissance, quitte à ce qu'il soit négatif, plutôt que rien. Je t'ai pas vu, tu n'existes pas, ah bon, t'as fait ça, etc. La reconnaissance, elle est authentique. Elle est juste, elle est vraie et elle est sincère. Elle est aussi gratuite. Je ne te donne pas un signe de reconnaissance en attendant une contrepartie de toi. Ça a bien évidemment un impact sur la motivation, puisque ça permet de nommer, d'exister et d'accorder de l'attention. Et puis, apprenez à donner de la reconnaissance aux autres, et puis également à vous-même. C'est important. La rencontre avec soi-même, ça fait partie du cheminement. En tant que manager, en tant que coach, pratiquer l'écoute active, profonde et sincère à la Carl Rogers, c'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est. Je t'accueille tel que tu es de manière inconditionnelle. Dans la maternité, quand on attend un bébé, on se projette. Ah tiens, je sais que c'est un garçon, je veux que tu sois sportif, je veux que tu travailles bien, tu feras maths sup, tu feras ci, tu feras ça, tu feras du sport, tu feras tes nuits, nanana. Et puis, en fait, le bébé est né, il est tout nu, mais il a déjà tout un tas d'injonctions qui reposent sur ses petites épaules. Donc, essayez de l'accueillir de manière inconditionnelle, au même titre que vous accueillez votre coéquipier sans injonction, sans image du père, tu dois bien travailler, tu dois arriver à l'heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois ranger ton bureau. Voilà, je t'accepte tel que tu es. Pensez également à faire tomber les masques, ce faux self, pour renouer avec son identité, à démanteler toutes ces croyances qui sont limitantes et puis à faire confiance. C'est un des basiques. On parle également d'introspection individuelle, se reconnaître pour articuler le je, au vous et au nous, à faire partie intégrante d'une équipe. On parle beaucoup de rétro, agile, on fait ça par cadence, en mode routine, mais les rétrospectives profondes, c'est vraiment une revisite intérieure de mon identité en termes d'équipe. Des rétros à la Mandela, j'apprends toujours, voire de la supervision, de la covision, etc. Essayez d'être apaisé.
renouer avec son identité. Dans les pratiques narratives, on parle du paysage de l'identité et du paysage des actions. Les actions que je fais sont connectées avec mon identité. Les honorer, c'est des valeurs qui sont vraiment super précieuses pour moi. Et puis trouver cette espèce d'équilibre, le respect de soi, le respect des autres, ce concept d'équilibre. Choisir ses combats, on ne peut pas lutter pour tout, donc il y a des choses où voilà, on laisse faire, qui va permettre cette espèce d'apaisement au niveau de l'individu et de son équipe. Et puis la culture. Essayons de switcher de cette culture business, la business agility, vers une culture de l'humanité, human agility, l'agility for human. Une question que j'ai envie de vous poser, avec laquelle j'aurais envie que vous repartiez, c'est qu'est-ce que c'est que la réussite? À titre personnel, pour moi, la réussite, c'est se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, de réaliser nos envies, et non pas de se soumettre à un travail qui ne nous épanouit pas, sous prétexte qu'il est stable et bien payé, conforme aux attentes de la société, du père, du mari, etc., socialement valorisant, etc. La réussite, c'est quoi? C'est tout simplement réussir sa vie, être heureux intrinsèquement, profondément. Voilà, donc tout ça amène du changement, hein. On pourrait repartir sur 50 minutes de conf, mais on arrive sur la fin. Ça bouleverse, ça peut être un peu disruptif, hein. Le système de la pensée va peut-être se braquer, se mettre en système de défense, en mode « ouais, ok, tout ça, j'ai vu, j'ai entendu, et puis je passe à autre chose ». L'idée, c'est un petit peu de mettre en place ça dans le système pour que cette inclusion devienne active. Et le mot de la fin, en fait, c'est que toute différence a sa place dans l'agilité. Voilà, donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidée, que j'ai rencontrées, qui m'ont partagé un petit peu leur ressenti. J'ai vu dans les chats qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont venues, qui se sont identifiées, qui sont atypiques. Merci à toutes ces personnes qui m'ont aidée à construire ça. Il y a un petit rôti express, je crois, qui va vous être poussé dans la zone de chat. Merci pour votre feedback. Un feedback, c'est un petit cadeau, c'est constructif, ça sert à amplifier la motivation. Donc, un petit mouchou pour le feedback. Et puis, une vidéo de 30 secondes pour la clôture. Et après, j'attaque les questions-réponses s'il reste un petit peu de temps. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il y a quelques références biblio, si vous voulez aller plus loin, qui m'ont servi beaucoup dans la constitution de cette conférence. Merci à vous, merci. Hop. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. On mange sur la pause, donc s'il y a des gens qui veulent peut-être poser des questions, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Sinon, on peut rester là et peut-être que tu peux être disponible dans la salle, peut-être, non? Ouais, pas de problème. Bon, mais écoutez, je coupe la conversation ici et puis je vous remets tous dans la salle. Vous pourrez changer de salle si vous le souhaitez. Et puis, Alice, du coup, reste disponible dans la salle. Ça marche. Avec elle. Merci, Alain.